Ndina Milo, Avle, Atichie, Mavun Kozo, Lemane, pour vous dire bonjour en cette journée du vendredi. Nous sommes le 4 octobre 2019 et nous sommes ici au studio pour vous accompagner au Club de la Presse avec le point de l'actualité sociopolitique au Togo durant cette semaine. Thierry Afanoukoé, notre tout premier confrère invité présent à l'heure. Bonjour Thierry, merci et félicitations pour la ponctualité. Merci beaucoup Sass, bonjour et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux d'être encore au micro de Canal FM pour apporter notre contribution à la construction de notre pays, le Togo. Merci, nous sommes accompagnés à la technique par Vitogbe Kokou, Michel Tomega et Géraud Dakoucha. Eh bien, nous démarrons cette émission avec la pensée du jour que nous tirons de l'œuvre de Antoine de Saint-Exupéry qui écrit, citation, « Être homme, c'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. » Encore une fois, Antoine de Saint-Exupéry qui nous écrit que être homme, c'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Thierry Afanoukoé, c'est vous qui avez l'honneur de partager avec nous la rubrique Vue et constatée. Oui, la rubrique Vue et constatée, depuis quelques semaines ou quelques mois, il y a Togo Télécom qui est en campagne. Il s'agit d'une campagne de promotion d'internet, forfait double play data et voice. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Vous savez que je suis de la presse en ligne et en tant que tel, notre premier outil de travail, c'est la connexion. Donc nous faisons partie de ceux qui utilisent ou nous sommes plutôt des clients de Togo Télécom. Et qu'est-ce qui se passe quand Togo Télécom est en campagne pour passer la publicité au lieu de se référer à nous? Les sites internet, Togo Télécom préfère confier sa campagne publicitaire à Google AdSense et c'est Google AdSense en retour qui met cette publicité là, cette insertion là sur nous autres sur nos sites. Ça veut dire que Google sous-traite avec vous. Tout à fait. Mais et là où ça fait mal, pour gagner ne serait-ce que 0,01 euro chez Google AdSense, il faut beaucoup de trafic sur votre site. Non seulement beaucoup de trafic, il faudrait que la publicité en question soit likée pour que Google puisse vous faire le décompte. Alors, personnellement, je ne comprends pas comment se fait-il que il y a une campagne qui est destinée aux Togolais et quand il s'agit de communiquer là-dessus, au lieu que il y a des supports togolais qui pouvaient mener à bien cette campagne, on sort l'argent du pays et on confie ça à une structure extérieure. Maintenant, cette structure-là sous-traite cette campagne, cette publicité-là avec nous. Ça fait mal quand on sait que au lancement du PND, le chef de l'État disait que nous allons travailler ensemble pour créer la richesse et cette richesse, une fois créée, nous allons cela partager. Voilà qu'il y a de la richesse et on préfère partager ça avec l'extérieur. Merci. Vieux constaté, Togo Télécom, société nationale togolaise à capital 100% togolais. Togo Télécom qui sert les Togolais, mais pour passer sa campagne publicitaire, Togo Télécom va passer par Google Access et c'est Google Access maintenant qui sous-traite avec les médias togolais, avec ce que je n'ose pas dire. Voilà, Marc Abouflan, bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous les fidèles. Je vous rappelle juste, je ne sais pas quel âge vous aviez en 1987, mais à ce moment, un certain Gervais Kofi Bondire Djondo était déjà ministre dans le gouvernement et c'est Djondo qui avait lancé la campagne consommer produits togolais et 32 ans après, voilà Togo Télécom
qui va passer sa campagne publicitaire sur le géant, le mastodonte Google, alors que c'est notre société nationale et Togo Telecom travaille pour nous. Vous savez, je voudrais rebondir sur ça. En 87, je n'étais pas né. Vous n'étiez même pas né. Je n'étais pas né. Voilà. Mais c'est quand même un concept qui doit, aujourd'hui, quand on parle de PND, la valorisation de la consommation locale doit être, et je pense même qu'il y a un ministère qui est là et qui doit travailler de la promotion de la consommation locale. Et pour revenir à Togo Telecom n'est pas la seule entreprise d'État ou n'est pas la seule propriété du Togo qui se permet ce genre de choses. Je pense que le gouvernement même déjà, dans la campagne du PND, a déjà sous-traité des publicités à AdSense. Il y a un certain nombre d'autres sociétés qui le font sur place et dont on va parler. Ce qui est dommage dans le cas de Togo Telecom, c'est que Togo Telecom, en tout cas pour nous qui sommes la plupart des responsables de sites internet, nous payons chaque mois à Togo Telecom. Nous sommes ses clients. Et même quand vous payez cette qualité de connexion-là qui doit être au service, malgré que vous payez, remarquez aujourd'hui, Thierry parle de cette connexion-là où Togo Telecom promet à ses abonnés qui sont déjà une connexion à 12 000 francs quand vous payez sur l'an. Remarquez que pour moi, par exemple, qui suis un client de longue date, qui a toujours une connexion de même débit à 25 000 francs, chaque fois que je vais dans une agence Togo Telecom, comment je fais pour réduire mes coûts de consommation et donc les coûts de fonctionnement de ma société? Togo Telecom vous dit non, c'est une promotion pour les nouveaux clients, vous ne pouvez pas rentrer dans cette gamme. Il y a toute une sorte de dysfonctionnement au sein de cette société. Je pense que Thierry ouvre bel et bien la brèche pour nous permettre d'en parler. Et l'actualité nous apprend que même les plus géants pays qui ont les économies les plus monstres, et ces pays ont toujours une politique préférentielle pour leur production nationale, pour leur marché national. Ici en Afrique, au Togo, on a l'impression que c'est plutôt... nous nous comportons toujours comme des colonisés et c'est ce qui vient toujours d'ailleurs qui est prisé. Comme exemple, les sociétés françaises à Lomé, par exemple, ne consomment que français. Quand vous prenez un groupe comme la Brasserie, la plupart de leurs voitures sont des Renault. Ils consomment préférentiellement tout ce qui est français. Je ne vois pas pourquoi notre pays veut faire autrement alors qu'on veut se développer en prenant la consommation locale. Merci Germain Sorana Pouli, bonjour. Bonjour Sas et bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Canal FM. Bon retour au pays, bon retour dans ce studio. Peut-être que ce dont nous parlons vous inspire quelque chose. Oui, tout à fait. Bon, sauf que je ne partage pas totalement le même avis que les confrères. C'est votre droit le plus absolu. Oui, parce que nous avons aujourd'hui une presse en ligne qui est nouvelle. Il n'y a même pas de loi qui encadre à l'exercice donc de cette presse-là. Et par le passé, Togo Telecom a signé des contrats avec des journaux qui sont de la presse écrite. Bon, moi je suis de la presse écrite, mais il se fait aussi que j'ai un site internet pour le même journal. Donc, je suis bien placé pour parler de site internet et pour parler aussi de journal. Et je crois qu'il y a ce partenariat-là. Ce qu'on pourrait souhaiter, c'est que Togo Telecom l'ouvre davantage aux médias en ligne qui utilisent beaucoup plus donc ces produits. Mais dire que Togo Telecom ne communique que sur les grands groupes internationaux, je dis non. Bon, maintenant quand on prend Google, c'est que c'est le moteur de recherche le plus puissant. Et tout le monde a envie. Mais seulement que la campagne est destinée aux Togolais. Togo Telecom ne communique pas pour les autres. Écoutons d'abord Germain finisse. De toute façon, quand vous voulez communiquer, c'est qui votre clientèle? Aujourd'hui, on parle de PND. On demande aux investisseurs de venir. Pour qu'un investisseur vienne, il faut qu'il s'assure qu'il a Internet. Et c'est pas au Togo qu'il va s'assurer qu'il y a Internet. Parce qu'il n'est pas encore au Togo pour voir qui communique sur quoi. Donc, il a parlé du PND, on a communiqué sur le PND, sur les médias étrangers, les gens n'ont pas compris, c'est parce qu'à 65%, le financement doit venir du privé, de l'étranger. Donc, il faut qu'on communique vers ceux-là qui ne sont pas au Togo, et pour qu'ils viennent au Togo. Donc, c'est la même chose au niveau de la connexion. C'est-à-dire que Togo Telecom qui se dit, si les gens doivent venir s'installer au Togo,
Ils doivent s'assurer qu'on a une bonne connexion. Et ce n'est pas... Je pense qu'on a une mauvaise Non, maîtrise j'arrive. de la S'il vous plaît. problématique dont il est question. Nous avons eu Ce que je pense, je souhaitais qu'on ouvre ça au site internet, peut-être faire, profiter de ce plateau-là pour inviter la direction de Togo Télécom pour ouvrir ce partenariat-là. Je ne vous apprends rien. Ce partenariat en question, non seulement il y a les presses écrites, mais il y a également quelques presses en ligne. Mais depuis quelques mois ou quelques années, ce partenariat n'est plus en tant que tel d'actualité. Maintenant, si Togo Télécom, vous n'allez pas me dire jamais que cette publicité, cette campagne-là en question, vous l'avez à votre niveau, au niveau du journal papier. Vous n'allez pas me dire que vous l'avez. Thierry, moi, ma préoccupation, on a déjà dit l'essentiel. Togo Télécom, c'est vrai que quand on veut acheter, on va au marché où on peut trouver les articles de sa préférence. Mais nous voulons juste rappeler à Togo Télécom, à tous les décideurs togolais, que on ne peut pas avoir un développement endogène ici au Togo s'il n'y a pas un capitalisme national. Les Anglais disent if you don't say I am, people not say you are. Oui, et comme j'évoquais tantôt le nom de Gervais Kofi Djondo, je recommande au directeur général de Togo Télécom le livre de Kofi Djondo intitulé Africa Fest, l'Afrique d'abord. Commençons par nous soutenir et nous pourrons avoir aussi et d'ailleurs c'est la politique que mène Donald Trump depuis qu'il est arrivé au pays. Il faudrait que nous les nationaux nous puissions profiter de nos richesses. Germain, pour renforcer ce que ça se disait, nous sommes pour la promotion de la consommation locale et nous pensons que dans les prochains jours on en parlera beaucoup plus et Marc le disait, si on a créé un département aujourd'hui au niveau du ministère du Commerce, donc pour la consommation locale, c'est qu'il y a une politique qui est en vue. Elle n'est pas très visible et je pense donc qu'il faut des actions beaucoup plus concrètes. Merci beaucoup. Juste rappeler à nos amis auditeurs qu'à partir de 12h, ils pourront entrer en ligne sur le numéro 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68 pour co-animer avec nous. Après ce long vieux constaté, nous allons revenir au sujet phare de cette émission, à savoir explorer les contours de l'élection présidentielle 2020 et également les contours de la prochaine installation des nouveaux maires. Et nous allons nous inspirer de ce que les journaux ont écrit aujourd'hui. Commençons donc par la présidentielle avec... la coalition des 14, la C14, ou ce qu'il en reste, qui est sorti de son silence hier, qui a rencontré la presse, et les journaux parus aujourd'hui en parlent abondamment. Togo Matin qui écrit que la C14 piquait au vif. En fait, Togo Matin se demande si la dernière sortie de la C14 est guidée par le fait que cette coalition est piquée au vif par la dernière sortie médiatique de Tikwi Achadam. Togo Matin écrit que alors qu'elle vient de connaître une nouvelle défection, la coalition des 14 ne compte pas disparaître aussi facilement de la scène. Les 6 partis politiques qui constituent encore le regroupement ne veulent pas se faire compter les nouveaux et futurs développements sur la scène politique togolaise. Liberté lui aussi écrit que dans la perspective de l'élection présidentielle 2020, la C14 propose un processus organisé par les Nations Unies. Et dans sa déclaration liminaire hier, la coalition, la C14, a appelé le chef de l'État, Faure Gnassingbé, à renoncer à un 4e mandat. Ce que nous écrit aussi le Canard indépendant qui écrit que la C14 invite le président Faure Gnassingbé a renoncé à un 4e mandat. Thierry Afankwe, nous allons retenir 3 aspects essentiels de la conférence de presse de la C14 hier. D'abord, dans un premier temps, la C14 s'est intéressée aux conditions de préparation et de transparence de la prochaine élection présidentielle. Oui, je crois que sur ce point-là, la C14 rejoint pratiquement l'ANC. Et bien avant l'ANC, il y a Maître Agboibo qui par sa fondation posait également la question des concernant les réformes électorales
que le Togo doit avoir avant la présidentielle de 2020 plutôt. Alors, maintenant, le camp d'en face, depuis que les uns et les autres se prononcent sur ces différentes questions liées à l'élection présidentielle, ne se prononcent pas encore. Donc, on ne sait pas si les requêtes de l'opposition passera du côté du parti au pouvoir. On attend de voir, mais pour l'intérêt général, je crois qu'il doit y avoir débat pour que les élections à venir puissent s'organiser dans les meilleures conditions. Eh bien, le débat s'anime déjà. Alors, pour revenir à la conférence de presse de la C14 hier, je note ceci, que la C14 propose que l'ensemble du processus d'organisation de la prochaine élection présidentielle soit placé sous la supervision d'une structure neutre des Nations Unies. Cette structure des Nations Unies qui aura pour mission de superviser et de procéder à l'audit du processus et plus particulièrement du fichier électoral et de l'indépendance de la CENI. La même structure va procéder à la certification des résultats avant leur publication. Et la C14 demande également un nouveau recensement électoral commune par commune, que le code électoral lui-même soit réactualisé. La C14 qui demande une représentation équitable des forces démocratiques de l'opposition dans les structures de gestion des élections, à savoir la CENI et ses démembrements. La C14 qui demande également la recomposition de la Cour constitutionnelle avant l'organisation de la prochaine élection présidentielle. Marc Aboflan, peut-être que les revendications de la C14 sont pertinentes, mais est-ce que à ce moment-ci, et quand on voit le temps qui nous sépare de la présidentielle, est-ce que la C14 ne rêve pas? Vous savez, la C14 est une entité qui, à mon avis, doit être dissoute. Carrément. Carrément. J'explique les raisons. La première, c'est que la C14 elle-même nous a dit à sa constitution qu'elle n'était pas une entité axée sur les questions électorales, qu'elle avait été créée juste pour un certain nombre de convergences d'idées autour des réformes et de ce qu'il fallait obtenir. Et je me rappelle encore, si j'ai bonne mémoire sur ces idées-là, c'était le retour à la Constitution de 1992, la libération des détenus de la première manifestation du 19 août et puis le vote de la diaspora. Sur ces trois aspects, je n'ai pas véritablement l'impression que la coalition ait réussi, même sur le fait qu'ils aient finalement participé à une élection en groupe. Ça a constitué aussi un échec, d'autant plus qu'on a appris au sortir de ces élections-là que l'un des principaux partis de cette coalition a fait défection. Aujourd'hui, quand vous comptez les 6 partis membres aujourd'hui de la coalition, c'est une somme de micro-partis qui n'ont aucun véritable poids, qui sont même à ce jour incapables d'appeler une seule manifestation qui puisse vraiment appeler son nom. Et donc, je pense que notamment sur les questions électorales, la C14 a besoin d'être dissoute ou en tout cas d'être disloquée. Mais Marc, elle est là, la C14, oui. Et elle demande ses conditions, et puisque la C14 ne veut pas être absente à la prochaine élection présidentielle. Oui, j'en viens. C'est-à-dire la C14 est là, mais au sein même de cette C14-là, au-delà des conditions, il y a différents courants. Il y a le courant des participationnistes aux élections, le courant d'un certain Abia qui, eux, ne veulent pas du tout participer aux élections. Il y a ceux qui prônent la candidature unique. Il y a ceux qui prônent à côté les candidatures régionalisées, comme eux-mêmes le disent. Et donc, c'est difficile dans ce lot-là de retrouver un lot. Maintenant, il pose quand même un certain nombre d'inquiétudes pertinentes par rapport aux conditions d'organisation des élections. Mais c'est eux-mêmes qui avaient, il y a quelques mois encore après le fameux sommet
des chefs d'État de la CEDEAO, ou en tout cas après la rencontre de Ghana, où on leur a octroyé 8 places à la CENI, ils avaient un certain nombre de ces conditions réunies et ils auraient pu y aller. Qu'est-ce qui gage aujourd'hui que même si les Nations Unies, ou même si Jésus Tout-Puissant ou Dieu Tout-Puissant descend pour organiser ces élections, ils vont les accepter comme finalement des élections crédibles? C'est ça aussi la question. Voilà, ces conditions que la C14 pose, à savoir que tout le processus soit placé sous supervision d'une structure neutre des Nations Unies, avec pour prérogative ces quelques points que j'ai évoqués. Mais au-delà de ça, la C14 opte, ou bien dit avoir opté pour un projet politique commun des forces démocratiques de l'opposition porté par un candidat unique, et ce candidat unique qui devra ratisser dans un cadre beaucoup plus élargi que la C14. Et puis, in fine, la C14 demande au chef de l'État de renoncer de lui-même à être candidat à la prochaine élection présidentielle. Germain Pouli? Oui, c'est leur droit déjà. Ils ont le droit de rester toujours réunis. Donc, demander la dissolution de la C14, je pense que c'est être contre la liberté d'association. Ils ont le droit d'exister, ils ont aussi le droit de demander, et surtout de demander à leur principal challenger de ne pas être candidat en 2020. Mais quand on prend maintenant dans les détails, déjà, ils sortent d'une élection. Et avant d'aller à cette élection, ils n'ont pas exigé tout ce qu'ils exigent. Vous parlez des locales? Des locales. Ils sortent d'une élection au niveau de laquelle ils avaient quand même un représentant à la CENI, parce que la C14 avait bel et bien un représentant donc, à la CENI. Et donc, je pense que c'est juste, parce que, comme le disait Togo Matin, l'ANC est sortie avant le phare et tout ça. Il faut que la C14 aussi sorte pour qu'on sache qu'elle existe. Et quand on prend le souhait que ces élections soient supervisées par l'ONU, je pense que c'est vouloir mettre le Togo totalement sous tutelle, alors qu'il n'y a plus de crise. Les Nations Unies, qui est en pleine session, en tout cas, qui vient de boucler la plus importante activité, est revenu un peu sur les situations critiques à travers le monde où il y a des débuts de solutions, notamment à Madagascar, aux Maldives, au Soudan, et puis un peu en Syrie où par rapport au conflit ça avance. Et nulle part on ne parle du Togo. Le Togo n'est pas un cas préoccupant donc au niveau des Nations Unies. Et l'ONU n'a pas toujours fait preuve de bonne organisatrice des élections. On a vu l'élection en Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, qui de Ouattara ou Gbagbo a gagné, on n'en sait rien. Ça a été une organisation donc, électorale faite par l'ONU. Je pense que depuis un certain temps, en tout cas depuis juillet 2007, le Togo organise des élections acceptables, transparentes, en tout cas jugées ainsi par les partenaires. Et donc, s'il y a des renforcements, s'il y a des améliorations à faire, il vaut mieux donc aller dans ce sens. Maintenant, c'est vrai, plusieurs personnes parlent de la recomposition de la CENI, mais cette recomposition n'interviendra pas parce qu'il y a eu des locales. C'est après les législatives qu'il y a des partis parlementaires et des partis extra-parlementaires. Donc les gens aujourd'hui surfent sur leurs résultats au niveau des locales, ils le font. Bon, peut-être pour avoir le consensus nécessaire pour ces présidentielles, certaines de ces demandes pourraient être prises en compte, mais pour l'essentiel, je pense que la C14 passe à côté de la plaque. Il faut aller convaincre les militants qui sont suffisamment démobilisés depuis donc décembre 2018 et essayer peut-être de travailler beaucoup plus dans le sens. Voilà l'essentiel de la C14 hier. Il travaille à un projet politique commun des forces démocratiques. Ce projet qui sera porté par un candidat unique dans un cadre plus élargi que la C14 pour dire que la C14 sera effectivement présente à l'élection présidentielle prochaine avec un candidat unique. Et dans le même temps, il demande au chef de l'État sortant, Faure Gnassingbé, de renoncer lui-même à être candidat. Mais ce qui nous importe le plus, c'est les conditions d'organisation de cette présidentielle que pose la C14, à savoir que tout soit mis sous supervision d'une structure neutre des Nations Unies, la dite structure qui devra
procéder à la certification des résultats avant publication. Et pour l'organisation, il demande la recomposition de la CENI, la réactualisation du code électoral, même la recomposition de la Cour constitutionnelle. Mais Thierry affirme que le constat est fait que la CENI s'est déjà mise au travail pour organiser la prochaine élection présidentielle. Tout à fait, puisque à l'heure où nous parlons, la CENI plutôt est en atelier à Palimé. Les commissaires de la CENI travaillent sur le rapport des élections communales et se lancer pour les présidentielles à venir, puisque la CENI a déjà sorti un communiqué faisant appel aux opérateurs de saisie, OPS, pour continuer le travail qu'ils ont eu à faire depuis 2018 et cette année également, s'ils le souhaitent. Alors, concernant le fait qu'on demande que les élections soient transparentes, je suis d'accord, mais je mets seulement un bémol quand on demande à ce que l'ONU puisse venir nous organiser les élections. Germain a soulevé un aspect de la chose et moi je m'interroge, est-ce que nous pourrons faire confiance à l'ONU, puisque nous n'avons pas fait confiance, surtout la C14, à la CEDEAO à qui on a confié, oui, pratiquement le suivi. Le suivi des législatives de 2018. On a mis même à la disposition de la CENI des experts. On n'a jamais eu le retour du boulot fait par ces experts-là jusqu'aujourd'hui. Et on saute. On demande maintenant que ça soit l'ONU qui vient à notre rescousse. Je crois qu'il y a un sérieux problème et l'opposition doit comprendre que ça soit la CEDEAO ou encore l'Union africaine ou encore l'ONU, la communauté internationale fait toujours pencher la balance d'un côté qui parfois ne reçoit pas l'adhésion du peuple. Donc il faudrait plutôt penser à autre chose. Juste pour rappeler que certaines conditions que pose la C14 aujourd'hui dans le sens d'une meilleure organisation, de transparence du processus, ça se retrouve également dans l'appel de Jean-Pierre Fabre à Faure-Gnassingbé pour un dialogue. Ils sont les premiers à vilipender les experts de ces institutions ou encore ces institutions s'il arrivait que ces experts ou ces institutions n'allaient pas dans le sens voulu. Donc vous comprenez que il y a un réel problème. Merci. La C14 qui demande à Faure-Gnassingbé de renoncer à être candidat, mais le même Faure-Gnassingbé qui a également ses partisans, dont nous allons en parler. Togo Matin qui écrit ce matin à la page 3, présidentielle de 2020. Dans la préfecture de Loti, on remobilise les troupes pour unir. Le journal écrit que l'Union pour la République n'a pas encore officiellement fait annonce de son candidat pour 2020, mais le journal trouve qu'il serait surprenant que le parti de Faure-Gnassingbé manque ce rendez-vous de 2020. De toute façon, les lieutenants de Faure-Gnassingbé mobilisent déjà les troupes. Autre journal qui en parle, c'est l'Éveil de la Nation qui écrit ce matin à la page 4. Rencontre politique dans la préfecture de Loti, Noël de Pouken et son association Nouvelle Jeunesse pour le soutien à Faure-Gnassingbé qui mobilise et sensibilise pour la présidentielle 2020. Le journal écrit que Noël de Pouken, qui est député à l'Assemblée nationale, membre du Bureau national de la jeunesse unie, vient de sonner la mobilisation dans la préfecture de Loti. Germain Pouli, pour dire que Noël de Pouken et ses amis de son association, ils sont déjà ouvertement en campagne de sensibilisation et de mobilisation pour la candidature, voire même pour la victoire de Faure-Gnassingbé en 2020. Oui, parce qu'on parle de 2020, c'est déjà dans 2 mois. On a l'impression que c'est dans quelques années. Dans 3 mois. Voilà. c'est déjà à côté et unir déjà en pré-campagne. Donc, au lieu, c'est ce que je disais à propos de la C14, au lieu d'aller donc sur les médias
et organiser les manifestations avec les mêmes personnes dans les mêmes rues de Lomé, il vaut mieux aller sur le terrain. Là, UNIR est dans la préfecture de Loti, qui est une préfecture assez difficile, que UNIR a essayé de conquérir déjà donc, au niveau des législatives et des locales. Donc, sa mainmise continue. C'est ce travail que la C14 doit faire. Elle ne le fait pas. Donc, UNIR n'est pas encore à l'étape des candidats. La C14 propose à UNIR un autre candidat que Fornia Singbe, sauf qu'elle n'a pas donné ce nom. Et c'est un peu dommage. Je pense qu'il faut laisser cette politique-là. La politique, c'est le terrain. Ce sont des actions. Vous verrez qu'à l'occasion de cette rentrée, la plupart des députés UNIR et tout cela sont allés dans leur fief, ont soutenu la rentrée scolaire et tout ça auprès des couches démunies, auprès des plus méritants et tout cela. Mais on ne voit pas les leaders de l'opposition, à part quelques exceptions d'Iritama et autres, on n'en voit pas. Les gens sont députés, les gens sont peut-être des entrepreneurs qui ont réussi, qui ont des moyens. Il faut qu'ils aillent sur le terrain pour faire un travail. Ils ne le font pas. Après, quand les élections arrivent, ils disent que c'est pas transparent. Ils ont été volés. Mais dans ce sens-là, Germain, il faut relever que ça fait 3 décennies que cette affaire-là a été lancée et la politique a beaucoup appauvri dans les rangs de l'opposition. Non, pour dire que les militants de l'opposition n'ont plus aujourd'hui les mêmes moyens techniques et financiers que leur vis-à-vis du parti au pouvoir. Non, je pense que pour faire la politique, il faut avoir de l'argent. Ici, les politiciens n'ont que des idées, ils n'ont pas d'argent. Talon Trump l'ont prouvé, ce n'est pas seulement les idées, il faut avoir de l'argent. Il faut faire des choses dans son milieu d'abord pour que les gens, quand ils vous écoutent, si ce n'est que les idées, tout le monde a des idées. Il faut passer aux actions. Et donc ici, nous avons des hommes politiques qui n'ont pas de moyens et qui viennent en politique pour chercher de l'argent. Donc on a vu un peu avec la crise du 19 août, les histoires de 30 millions et tout cela, on s'est rendu compte qu'on est avec des gens qui, plutôt, ne viennent pas pour changer le quotidien de leur population, mais se servent un peu des besoins de ces cotisations-là pour se faire une santé financière. Donc je pense qu'avant de faire la politique, il faut être un entrepreneur qui a réussi et qui met un peu ces moyens-là pour changer un peu dans sa communauté, et après, ces idées passent vite. Et même ceux qui se sont fait de l'argent en politique, qui ont été députés pendant longtemps, pour deux mandats au moins, mais ils ne font rien dans leur zone, et pourtant, ils tapaient 800 000, un peu plus d'1 million par mois. Mais ils peuvent dégager ne serait-ce que 200 000 francs pour aller aider dans leur localité. Merci pour ce que certains ne font pas encore, mais ce que fait Noël de Pouken, Thierry Afankoé, oui, on pourrait ouvrir une rubrique, parler de Noël de Pouken pratiquement toutes les semaines. Il y a quelques jours, il était allé faire des actions au secours du monde scolaire, les enseignants, les élèves, et il continue avec l'ouverture dans la couverture de l'outil de cette campagne de sensibilisation, de mobilisation déjà pour Fornia Singbe unir en 2020. Oui, tout à fait. Et Noël de Pouken n'a pas attendu d'être député pour faire ce qu'il est en train de faire. Depuis qu'il était un militant ordinaire, il mobilisait toujours les moyens en faveur de Fornia Singbe du parti UNIR. Depuis 2010, on a vu tout ce qu'il a fait dans l'outil là-bas. Il continue et vous voyez, Germain l'a fait. On l'a vu sur le plan scolaire. Tout ce qu'il a fait, des tables bancs, des vélos aux meilleurs élèves, des bourses d'études. Il faisait payer même les cours de vacances pour les élèves. Il venait en aide aux enseignants en difficulté. Pas venait, il continue toujours. Voilà, donc tant de choses que à son actif. Donc il serait difficile, en tout cas pour ceux qui viennent l'écouter à ces différentes activités. Il a même mis récemment en place une ONG dans le milieu parce que vous savez que c'est un milieu un peu défavorisé, donc les conditions de vie sont un peu plus difficiles là-bas, et cette ONG là est totalement dans le social pour
soutenir la population. Et récemment, à l'occasion de la fête de Tabaski, il a même organisé un tournoi doté de coupes pour entre les forces de l'ordre et les civils. Tout cela pour tout cela pour sensibiliser. Vous savez que la zone n'est pas aussi loin du Burkina, et le djihadisme, le vent du djihadisme souffle, en tout cas sur cette partie-là de l'Afrique. Donc, il a profité de cette occasion-là pour passer le message de non-violence, et donc ça lui marche. Donc, on ne peut que lui souhaiter bon vent. Et Germain l'a dit que les autres, pas forcément du parti au pouvoir, même de l'opposition, on les a vus, ils ont été au Parlement pendant plusieurs années, mais c'est rare. Ceux parmi eux qui ont posé des actes sociaux à l'endroit de ces populations, qui les ont portés au niveau du Parlement. Donc, ce n'est pas bien. Quand vous avez essayé de redistribuer cela pour que ça puisse profiter à tout le monde. Vous parliez tantôt du dernier tournoi de Noël de Pouken sur la non-violence. Il faut rappeler que ce tournoi avait été coparrainé par l'évêque de Dapaon et l'imam de la grande mosquée de la ville, ce qui n'était pas rien. Marc Aboflan, pour dire que, à l'image de ce que fait Noël de Pouken et la nouvelle jeunesse de soutien au président Faure Gnassingbé, puis ça se fait un peu dans toutes les préfectures, pour dire que les militants, les cadres du parti uni préparent le terrain. Et quand Unir et Faure Gnassingbé vont lancer ouvertement leur campagne, le terrain, le travail aura été déjà fait pratiquement au moins de moitié. Oui, au rythme même où on en est aujourd'hui, je n'ai pas véritablement l'impression qu'il y a challenge aux prochaines élections en 2020, parce que vous ne voyez qu'un seul camp sur le terrain depuis des lustres, c'est la même chose. Et le résultat des dernières élections municipales peut témoigner donc de la réalité un peu sur le terrain. Et depuis les dernières élections municipales, à part les FDR qu'on a vu faire un point de leur participation, les autres partis sont restés silencieux. Certains ne sont même pas retournés vers les populations qu'ils ont appelé à faire campagne pour soit dire merci ou pour peut-être faire le bilan de leur participation. Et aujourd'hui, on voit ça et là, depuis 5 ans, c'est jusqu'à Giankassé et c'est Unir qui envahit le terrain avec bien évidemment la perspective 2020. Au-delà donc de cette mobilisation, on assiste un peu partout aujourd'hui à une naissance d'une multitude d'associations de soutien qui appellent déjà à une nouvelle candidature de Faure. Et ça, à mon avis, fait partie de la stratégie globale du parti pour préparer les esprits pour 2020. Maintenant, de l'autre côté, on n'a pas de challenger, on n'a pas quelqu'un qui se dégage, qui se prépare. On n'a que des candidats déclarés qui, depuis aussi, ont disparu de la scène médiatique, on ne les voit pas non plus sur le terrain. Et donc, à mon avis, si on veut qu'il y ait un jeu, il faudrait que les opposants sortent des sentiers battus et aient le courage de faire ce qu'ils n'ont jamais fait jusqu'à. Merci. Nous parlons de ces bonnes volontés qui sont sur le terrain, mais tout cela est analysé sous un autre regard par Liberté, qui écrit à la page 3 « 2020 et humanisme conjoncturel de la minorité pieuse. L'abrutissement des populations sur fond de cynisme, des cahiers, des bâtiments scolaires, des vélos, des forages qui sont peints aux couleurs bleu-blanc unies. » Pour dire Germain Pouli que c'est pas un hasard quand même la sortie de ces bonnes volontés qui sont sur le terrain. D'aucuns vont jusqu'à dire que par ces assistances humanitaires on prépare les esprits plutôt à voter pour le candidat que Uni aura positionné. Oui, tout à fait. Rien n'est gratuit, hein. Quand on pose un acte, même si on n'attend rien des hommes, on attend quelque chose de Dieu, hein, dans tous les cas. Donc, tous les actes sont destinés à un objectif. Et quand ça sert, hein, quand c'est dans le social, quand c'est dans l'humanitaire, on ne peut que saluer, parce que c'était pas facile de gagner de l'argent et de prendre une partie pour aider ceux qui sont en difficulté. Et donc, nous le disions pour certains dans l'opposition, quand ils ont gagné leur argent, ils l'ont gardé pour eux seuls. Donc, si quelqu'un prend une partie de ce qu'il gagne pour aider, quel que soit le calcul
qui est derrière, qu'il soit politicien ou religieux, spirituel, peu importe. Et on ne peut que saluer à partir du moment où ça sert la communauté, à partir du moment où ça aide à régler un certain nombre de problèmes. Donc que ce soit calculé, c'est tout à fait normal. Et je pense que les autres devraient tout simplement s'inspirer et faire les mêmes actes. Et ça ne ferait que réduire la pauvreté au Togo, ça ne ferait que régler un grand nombre de problèmes dans notre pays. Et si tous ceux qui aspirent à être au pouvoir, que ce soit au niveau national ou local, changer le quotidien à titre personnel, à leur niveau, donc de leurs citoyens, ça ne peut qu'être apprécié. Maintenant, les ambitions, ce n'est pas important, il n'y a pas d'actes gratuits. Tous nos actes sont téléguidés par un intérêt, qu'il soit directement visible ou lointain. Donc ce n'est pas, à mon avis, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal, sauf que Thierry Afanouke, certains y verraient un achat de conscience avec toutes ces libéralités, ces cadeaux qu'on va distribuer aux populations à la veille de l'élection. Est-ce que ces populations pourront encore avoir le sens de discernement et voter pour le candidat qui aura présenté le projet de société le plus pertinent, ou bien est-ce qu'on cédera par souci de gratitude à ceux qui seront venus avec des cadeaux? Oui, malheureusement, c'est ce qu'on constate sur le terrain. Et c'est là où on parle la plupart, on parle souvent d'achat de conscience. Et bon, comme il n'y a pas de test de loi en tant que tel interdisant ces actes-là, et puis on n'empêche pas l'opposition ou encore les autres acteurs de la société civile à poser de tels actes, parce que nous sommes tous appelés à participer au développement de notre pays. Chacun doit apporter sa contribution. Vous savez, nous ne pouvons pas avoir tous les mêmes moyens, mais nous pouvons partager ce que, chacun à son degré, ce que nous avons avec les autres, et c'est très important. On l'a si bien dit, peut-être Depouken dispose beaucoup plus de moyens que les autres, et Germain a fait cas de Jerry Tama depuis quelques jours. Jerry Tama et le net sont aussi sur le terrain, ils posent ces mêmes actes pratiquement. Jerry Tama qui a promis une bourse également aux meilleurs, aux 50 meilleurs élèves filles de l'Est Mono. Bien avant lui, il y a Dr Ton qui a fait un geste pareil dans la COSA, et il y a aussi Kagbara, Innocent Kagbara, le président du PDP, qui est aussi dans ces actions-là. Donc tout cela participe à une sorte, si je n'abuse pas, de redistribution de la richesse, et il faudrait que nous puissions aller dans ce sens-là. Je vois des confrères qui font circuler des images d'inondations dans Golfe 6, les nouveaux élus, c'est aussi là où on les attend. Il ne faut pas seulement percevoir ce qui leur est dû à la fin du mois. Attendant que les nouveaux maires soient élus. De toute façon, on va parler avec eux. Mais juste un dernier paragraphe sur la présidentielle 2020. Vous savez, ouvertement, des gens ici au pays affichent leur opposition au fait que Faure Gnassingbé puisse être candidat en 2020, même si la loi constitutionnelle le lui permet. Mais cette polémique se passe également au-delà de nos frontières. Revue de presse avec le journal L'Alternative qui écrit colloque de Niamey et problématique du 3e mandat en Afrique. Le président nigérien Mahamadou Issoufou qui jette une grosse pierre dans les jardins de Faure Gnassingbé, d'Alpha Condé et de Alassane Ouattara. Le Canard indépendant lui aussi écrit à la page 3, alternance démocratique en Afrique, des anciens chefs d'État en croisade contre un 3e mandat. Et Liberté aussi revient sur le sujet et écrit, depuis Niamey, des anciens chefs d'État disent non à un 3e mandat en Afrique. Le Togo de Faure Gnassingbé évoqué à plusieurs reprises dans les débats. Eh bien, ce forum-là a été ouvert le 2 octobre dernier et se clôture aujourd'hui. Et le forum rassemble d'anciens chefs d'État d'Afrique et des spécialistes en droit constitutionnel
qui sont donc à Niamey dans le cadre d'une conférence internationale sur le constitutionnalisme et la consolidation de la démocratie en Afrique. Il était essentiellement question de la limitation des mandats présidentiels à 2 et par ricochet du rejet de 3e mandat sur le continent africain. Et Marc Abouflan, vous savez que au Niger, Issifou Mahamadou, il termine son 2e mandat, et même si certains de ses militants, ses partisans l'ont appelé à se représenter, Issifou ne cesse de réitérer à qui veut l'entendre qu'il partira à la fin de son mandat actuel et laissera l'alternance avoir cours dans son pays. Voilà le débat ici au Togo ou ailleurs sur limitation ou non limitation des mandats de chef d'État en Afrique. Oui, bien évidemment. Vous savez, c'est un débat pertinent, d'autant plus que nous avons remarqué comment se portent un certain nombre de pays où les présidents sont amenés à faire beaucoup plus de mandats que prévu. Je pense que dans notre cas précis, en tout cas sur le cas du Togo, le chef de l'État lui-même a déjà tranché dans une interview qu'il faisait, à mon avis, à la Deutsche Welle, quand il a dit que pour enraciner justement la démocratie en Afrique, il faudrait limiter strictement les mandats à 2 ou à 3. Et je pense que le chef de l'État, en homme de parole et surtout en personne qui souhaite enraciner la démocratie, a déjà pris cette décision. Nous avons une constitution qui limite le mandat. C'est vrai que beaucoup discutaient aujourd'hui autour d'une participation du chef de l'État aux élections 2020 et donc à un 4e mandat. Mais je pense que cette question-là, à mon avis, est déjà tranchée. Et la personne qui est habilitée à la trancher, le président de la République, s'est exprimé clairement dessus. Je pense que s'il y avait lieu de revenir dessus, il en aurait parlé. Et donc, à mon avis, il respectera simplement la parole qu'il a dite pour toute l'Afrique. J'aimerais juste rappeler que au terme de notre constitution, rien n'empêcherait Faure Gnassingbé de se représenter. La limitation du mandat court à partir de la dernière révision constitutionnelle, mais d'autres acteurs posent la question sous l'angle de l'éthique. C'est ce que faisait la coalition encore hier en demandant à ce que Faure Gnassingbé de lui-même prenne la décision de nous se représenter sur cette question, puisque nous en parlons abondamment. Vivement que Faure Gnassingbé nous situe là-dessus. Bon, je crois que il n'est pas c'est pas encore le moment de déclarer les candidatures, mais à partir du moment où notre loi ne t'interdit pas de faire plus de 2 mandats, la loi avance sa révision. Donc aujourd'hui, la loi est révisée. Et tout le monde sait que le chef de l'État peut se présenter. Et donc maintenant, est-ce que il pense pouvoir se présenter? La dernière fois, le ministre des Affaires étrangères sur RFI disait qu'il ne peut pas ne pas être candidat. Voilà, donc il a lancé un peu le ton. Maintenant, les militants d'UNIR diront s'ils ont un autre candidat qui peut valablement faire l'affaire. Mais ce qui, moi, m'embête un peu, c'est quand l'adversaire demande que Faure Gnassingbé ne soit pas candidat. Non, quel que soit le candidat d'UNIR, il faut le battre. C'est-à-dire qu'il faut s'organiser, pas pour battre Faure Gnassingbé, mais pour battre UNIR. C'est ça, en fait, l'alternance. On donne l'impression que l'alternance est autour de Faure Gnassingbé. C'est quand UNIR ne sera pas au pouvoir qu'il y a alternance. Même si demain Faure Gnassingbé n'est pas président, et que, je ne sais pas, Tchadedji ou Bawara ou je ne sais, ou bon, je donne des noms comme ça, quelqu'un d'UNIR, un vice-président ADJ, tout ça, tous les vice-présidents qu'on a, Ibrahima Mimina, tout ça, et remporte les élections, il n'y a pas alternance. C'est toujours UNIR qui est au pouvoir, l'opposition n'a pas fait l'alternance. Donc ce qui embête Germain, c'est comme si on demandait, Thierry, ce qui embête Germain, c'est comme si il y a un match de football et on demande à l'équipe du Portugal de ne pas aligner Cristiano Ronaldo. non. Vous savez, si les autres posent le débat en ces termes-là, c'est parce que ils souhaitent, parce que la non-candidature de Faure Gnassingbé à la présidentielle de 2020 ouvre
la porte à l'alternance. Non, selon c'est pas eux. ça, l'alternance. Non, attendez, Non, parce c'est que pas ça. Germain, parce écoute-moi, que Thierry. un Faure Gnassingbé candidat avec tous les moyens de l'État, c'est gagné d'avance. Même si dans d'autres pays, il y a eu des exceptions où des présidents sortants ont organisé des élections et l'ont perdu. En tout cas, dans le contexte togolais, un Faure Gnassingbé candidat, le perdre, peut-être que ça ne serait pas de nous notre vivant. Donc c'est pour cela que l'opposition souhaite qu'il ne soit pas candidat. Marc a si bien fait. Il peut utiliser la même magie pour faire gagner le candidat. Marc a si bien fait de rappeler l'interview. Je crois qu'un journal est revenu là-dessus. C'est le perroquet. Oui, que le perroquet, le chef de l'État. Seulement, je me disais que il faisait cette déclaration sans trop être certain qu'on allait avoir les réformes, la limitation de mandat aussi vite que ça. Et maintenant, il y a ce débat là chez nous. Vous savez, à un moment donné, Eyadema ne voulait plus être candidat, mais on a vu comment on a contourné cela, on a déversé des gens dans les rues, et après on est revenu nous dire que c'est la rue ou les rues qui ont voulu qu'ils se représentent. Donc attendez-vous au même scénario, parce que déjà c'est le lieutenant lève déjà se prononce sur son éventuelle candidature. On attend le congrès du parti qui va se tenir bientôt, et le congrès va se prononcer si c'est Faure Gnassingbé qui va encore porter les couleurs du parti UNIR à la présidentielle de 2020 ou pas. Mais encore, tel que le débat se mène au Niger, il serait souhaitable que de lui-même et il puisse décider de ne plus se représenter, et s'il faut arriver à ce point, il faudrait que l'opposition aussi puisse utiliser les coulisses, parce que il faut rassurer le parti UNIR et la personnalité de Faure Gnassingbé avant que ce souhait-là. Voilà, nous avons fait un large tour sur le contexte préélectoral. Vous avez été servi dans l'un ou dans l'autre sens. Il nous reste moins de 10 minutes. On va quand même évoquer la décentralisation avec ce qui continue d'effrayer la chronique cette semaine. C'est cette correspondance que le maire élu, mais non encore installé, de la commune 4 a adressé au Premier ministre. Jean-Pierre Fabre, qui pose des conditions conservatoires, notamment sur la prochaine construction du nouveau marché, du nouveau grand marché de Lomé. L'évêque de la Nation écrit: revendication de la paternité dans la reconstruction du grand marché de Lomé. Fabre affiche clairement ses intentions. Plutôt, commençons par qui? Oui, Marc Aboflan, un petit mot sur cette polémique. Alors, j'ai lu le communiqué portant ce courrier-là. Il y a un certain nombre d'aspects qu'il me plaît de relever. La première, c'est quand même curieux que pour ce grand marché-là, qui a été brûlé depuis pratiquement 2011, le gouvernement... 2013, le gouvernement, malgré toutes les interpellations, malgré les cris d'alarme des femmes ci et là, est attendu jusqu'à aujourd'hui, et donc au lendemain des élections municipales, même si le processus avait démarré, pour lancer ce processus d'appel d'offres pour attribuer la construction du marché. C'est quand même curieux comme timing de la part de la primature qui gère ce dossier. Mon second point de vue, c'est par rapport à la personnalité même de Jean-Pierre Fabre dans ce qu'il écrit comme courrier. Au-delà du caractère discourtois des propos dans son courrier, il ne fait pas relever que dans cette question de grand marché lui-même et un certain nombre de partisans de son parti ont été inculpés dans cette affaire de grand marché, première chose, et secondo, que beaucoup de militants donc dans le cadre de ces affaires-là sont toujours en prison. Et deuxième chose, il y a même un de ces militants, le sieur Yakanou, qui est mort, qui est dans décédé. cette affaire. Et donc
il ne fait pas, enfin, il ne pense plus à cet aspect de la chose. Et dans le courrier, on a l'impression que c'est l'aspect pécunier de la construction du marché qui l'intéresse au vu de ce qu'il lance. Et puis c'est vrai, hein, que j'ai l'impression que monsieur Jean-Pierre Fabre est pressé de rentrer dans le rôle de maire. Il aurait fallu attendre qu'il porte cette couronne, parce que être élu maire ne veut pas dire prendre passation, parce que jusqu'à preuve du contraire, le maire de la commune de Lomé existe. Et si ce marché relevait en réalité des attributions de la mairie, ce serait le sieur Adénion, ou en tout cas Aboka, qui aurait lancé cet appel d'offres. Parce que il faut rappeler peut-être à monsieur Jean-Pierre Fabre qu'au-delà du fait que la loi dit qu'il y a un certain nombre de choses qui relèvent des compétences municipales, notamment l'éducation, les marchés, il y a des aspects qui ont un caractère national, notamment le grand marché de Lomé, qui revêt quand même un caractère national qui relève de la responsabilité de l'État central. Merci. Juste à relever que Fabre ne pose que des conditions conservatoires. Il veut être investi, qu'on lui soumette les dossiers, qu'il voit clair avant de convenir avec qui de droit à lancer l'appel. Et également, d'aucuns disent que cette affaire-là, c'est une grosse machine, que l'État y travaille, et 22 milliards de francs CFA, c'est pas rien. Il a fallu du temps pour mobiliser les partenaires. C'est pourquoi ce n'est que maintenant que l'appel vient d'être lancé. Mais Germain Pouli, la polémique continue toujours à grossir sur cette affaire-là. Oui, tout à fait. Et bon, moi, je crois que c'est plutôt une bonne chose, parce que les maires viennent, après plus de 30 ans, pour exercer de façon beaucoup plus autonome, parce que là, ils ne sont pas nommés par le gouvernement central, et donc les gens ont envie de maîtriser totalement leurs attributions. Donc Jean-Pierre Fabre, se fondant donc sur cette loi portant décentralisation, donc exige qu'on lui réserve donc cette tâche-là. C'est une bonne chose, hein, dans le principe. Hein, ça permet, hein, aujourd'hui, après, peut-être si l'affaire va loin, ça va permettre à la Cour constitutionnelle aussi, hein, de pouvoir se prononcer assez clairement. Mais ça permettra donc de délimiter, hein, les frontières au niveau des responsabilités. Les prérogatives, attributions, voilà, qui fait quoi, jusqu'à quel niveau? Il y en a qui a des attributions qui sont communes, mais il y en a qui sont assez dédiées donc aux communes. Et donc c'est un exercice, à mon avis, qui commence bien. Bon, sauf que sur ce projet-là, c'est une affaire de gros sous. Et donc d'entrée, ça donne l'impression que Jean-Pierre Fabre, donc et songe déjà à gérer les gros marchés, donc au niveau de la mairie. Et c'est un peu ça qui serait peut-être mal vu, mais dans le principe, je pense que c'est un débat tout à fait normal qui va apporter les clarifications nécessaires pour le bon déroulement des tâches dévolues à chacune des autorités. Eh bien, dans cette polémique, le confrère L'Alternative voit déjà en perspective un certain nombre de conflits entre les maires et le gouvernement. Thierry Fankoué? Oui, malheureusement, ça va arriver, mais je présume que les uns et les autres auront à faire la part de choses pour le développement de nos communes. La réaction de Jean-Pierre Fabre, en mon sens, est légitime. Est légitime en ce sens que même si pour certains dossiers ou certains marchés, l'État doit intervenir, ça doit se faire après consultation ou bien de concert, en tout cas avec le maire de la commune concernée. Donc c'est tout à fait normal qu'il puisse rappeler en tout cas les principes, les principes de la loi concernant la décentralisation. Voilà, on va suivre ce dossier-là. J'ai terminé avec ceci, que les nouveaux maires ne sont toujours pas encore installés. Dans une précédente correspondance, le ministre Paradoa Bokwesi demandait au préfet d'attendre que les procès-verbaux de l'élection des nouveaux maires soient publiés au journal officiel avant la cérémonie. Entre-temps, il a demandé au président sortant des délégations spéciales de faire l'état des lieux et à lui présenter, mais apparemment, il n'est pas satisfait du premier
rapport qui les présidents des délégations lui ont soumis. Il vient de demander à ces mêmes présidents des délégations spéciales de lui faire la situation des registres de naissance, de décès, de mariage et de transcription non encore utilisés et de procéder à leur répartition dans les nouvelles communes en tenant compte des réalités de leur consommation pour la période restante de l'année 2019. C'est aujourd'hui même. Il a aussi demandé un inventaire du personnel. Mais vous savez, tout ça là, ça prend du temps. Alors que les nouveaux maires élus, en principe, ils sont impatients. Oui, normalement, c'est 60 jours après la proclamation des résultats qu'ils doivent prendre fonction. Donc, il faudrait que le ministre de l'administration territoriale puisse accélérer les choses, comme l'a souhaité d'ailleurs le chef de l'État lors d'un récent conseil des ministres. C'était le 18 septembre dernier. Voilà, pour que les nouveaux maires puissent exercer. Et le Padoa Poupessi aurait dû déjà demander beaucoup plus avant au président sortant des délégations d'apprêter ces dossiers. On a l'impression que tout le monde est pris au dépourvu. Vivement que tout cela se fasse au mieux. Eh bien, il est 12 heures. Nous allons souffler un peu, le temps également d'adresser un clin d'œil à nos partenaires. Et nous ouvrons sur les auditeurs qui sont conviés à poser des questions ou à apporter des éclaircissements, des commentaires sur les sujets que nous avons traités aujourd'hui dans l'émission. 93.5 Canal FM. Eh bien, c'est parti. Nous vous écoutons par vos questions, vos suggestions, vos commentaires. Le premier auditeur aujourd'hui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Monsieur Ali, je m'apprête à aller à la mosquée. Donc, allons vite. Bon, moi, vous les journalistes là, je vais vous dire quelque chose. Oui, dites-nous, monsieur Si Ali. c'est la candidature du fort qui vous fait parler tous les jours, je vous confirme, en tant que militant du Rassemblement du Togolais, en tant que le RPT qui a mis à son fils l'unir pour être candidat. Donc, les C14, s'il veut boycotter, cette fois-ci, il peut boycotter. C'est la même CENI qui va organiser ces élections. Parce que ANSI a fait une déclaration comme quoi il faudrait que les oppositions parlementaires soient inscrites à la CENI. Je vais demander à ANSI que le cas là, c'est pas opposition parlementaire, a dit là, c'est pas opposition parlementaire, le PDR, c'est pas opposition parlementaire, ceux-là, ils nous fatiguent. C'est pour ça que votre collège José même a dit que les politiciens là, ils changent de parole. Du moment où ils ont dit l'élection législative là, ça n'aura pas lieu, ça a eu lieu là. On ne les prend pas ceux-là du Donc, sérieux. monsieur Ali, pour vous, vous revendiquez militant de l'ancien parti RPT. Pour vous, Faure Gnassingbé sera candidat. Je vous dis bien, moi, il est candidat. C'est ça là, il ne peut pas devenir. C'est pas, si vous ne serez pas candidat là, le réforme ne doit pas être fait. Merci. Il ne faut pas que vous faites comme vous êtes sous-âgé quand même. Merci, monsieur Moi, Ali. je vous dis bien. Merci. Eh bien, vous avez le temps d'aller à la mosquée. Merci de prier pour nous à la grande mosquée. Voilà, l'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour. Oui. C'est monsieur Aboubakar. Moi aussi, je m'apprête à aller à la mosquée. Donc, allons vite, monsieur Aboubakar. Ouais. C'est concernant monsieur Massa Abofla. Oui. Selon sa parole, que la C14 doit être dissous là. Oui. Il n'a qu'à ressaisir sa parole. Puisque c'est à cause de quelque chose qu'ils ont formé la C14. Même s'il reste deux partis, ils iront jusqu'au bout. Est-ce que ce qu'ils ont réclamé là, ils ont trouvé ça? Merci. Bonne prière à la mosquée. Eh bien, Marc Abouflan, notre ami Aboubakar vous demande de ravaler votre parole. J'aurais bien voulu qu'il aille jusqu'au bout en donnant les raisons, parce que quand moi je disais que la C14 doit être dissoute, j'ai argumenté. Malheureusement, notre confrère, notre ami n'a pas argumenté. Je lui souhaite une bonne prière.
Merci. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, 1, 2 partis, 1, 2 retrouvés. Bonjour l'ami. Bonjour. Oui, c'est monsieur Marcel. Marcel, oui. Oui. Pour moi, mon point de vue sur la... Bon, je vais m'attarder un peu sur la sortie de la C14. Franchement, moi, la conférence de presse, là, moi, j'ai pas vu ce qu'ils ont dit, hein. Franchement. S'il vous plaît, monsieur Sass. Oui. Que nos politiciens de nos jours, là, nous laissent en paix, quoi. S'ils ne sont pas capables de s'entendre à l'heure là, ils n'ont qu'à quitter le plancher. Nous, les jeunes là, on va s'entendre maintenant et s'organiser, quoi. Depuis 2 années, qui vient, après tout, la personne tranche, il quitte, on dit qu'il est acheté. Tout d'un an, même la CEDEAO vient, on dit que la CEDEAO est corrompue. S'il vous plaît, ça, oui. Je vous jure, même si l'ONU vient organiser ces élections-là, et on proclame que c'est c'est un candidat de l'UNIR qui a gagné, on dira que l'ONU est corrompue. Je ne sais pas, à l'ONU actuellement, là, c'est le robot, c'est les humains aussi, comme tous les Togolais. Donc, dans ces 56 600 km² là, il n'y a pas des hommes honnêtes qui peuvent se comprendre. Mais c'est dommage. Merci Marcel. Marcel parti, déjà qui est en ligne, bonjour. Alors bonjour. Oui. Oui, c'est Monsieur Kodjo. Monsieur Kodjo, oui. Je voudrais demander à nos journalistes s'ils ont fait le déplacement à la conférence de presse de la C14. Je ne sais pas si le PSR est présent, parce que entre-temps, le PSR avait fait alliance avec l'ANC pour les locales au nord. Aussi, le PSR avait dit qu'il ne croit pas à la candidature unique. Donc, je voudrais savoir si un membre du PSR était présent à la conférence de presse. Eh bien, Thierry Afankwe... Je n'étais pas à la conférence de presse, mais j'ai parcouru un peu ce que les uns et les autres écrivaient, et il se fait qu'il n'y avait pas eu de représentants du PSR à la conférence de presse d'hier de la C14. On ne sait pas trop le pourquoi de cette absence-là, mais c'est que le PSR n'était pas là. Mais sur j'ai dans mes mains la déclaration liminaire lue hier, et c'est intitulé Coalition C14, CDPA, DSA, FDR, les démocrates, PSR, UDS Togo. L'auditeur qui est en ligne, bonjour. Alors bonjour. Oui. C'est Georges. Georges, oui. En venant au pouvoir en 2005, il y a eu 500 morts. Il faut que les gens se souviennent de ça. Les partis politiques, ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'on veut dans ce pays, tous ceux-là qui appellent et défendent l'UNIR, c'est qu'ils acceptent que les élections soient transparentes dans ce pays. Et on verra qui sera le vainqueur. Donc le reste, c'est des problèmes. Et quand d'autres personnes arrivent en disant que bon, les politiciens doivent dégager la planche, mais qu'ils s'organisent à leur niveau. Qu'ils s'organisent à leur niveau, créent leur propre parti politique et s'engagent. Ils sont libres de le faire. Alors pourquoi ils sont là chaque fois appelés, dire, nos politiciens là, vous ne les croyez plus? Allez, créez votre propre mouvement, soulevez-vous. Et on verra qui faisait quoi et qui ne... Merci. Je vous en prie, Georges. Aussi pour Germain, la façon dont il a argumenté la lettre de Fabre, oui. Parce que ça c'est bien porté. Laissons les choses se faire. Le gars n'est pas intéressé par l'argent, comme on le prétend. Merci. Je vous en prie. Il a écrit que la critique est facile, mais l'art est une chose plus difficile. Nous-mêmes, nous les journalistes, on nous reproche de critiquer beaucoup, mais on ne nous voit pas sur le terrain. Avec notre excuse, notre travail, c'est justement de critiquer et d'argumenter. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui, Adjovi. Oui. Ah, vous nous avez manqué depuis quelques semaines. Ah, c'est la ligne. Ok. Et je ne comprends pas. Nous, les Togolais, nous voulons quoi au juste? On nous donne ceci, on réclame une autre chose. Laissez la C14 en paix. Ils sont dans leur rôle, dans leur dynamique. Est-ce que c'est nous qui leur avons créé la C14?
Une seule personne aussi enterre son père. Une seule personne enterre aussi son père. Mais ils sont dans la logique du peuple. Le peuple a dit, restez ensemble et on sera derrière vous. Mais est-ce que nous-mêmes, nous connaissons notre droit et notre devoir? Adjovi, le problème, c'est que eux-mêmes, ils étaient 14. Est-ce qu'ils sont encore ensemble maintenant à 14? Mais on ne refuse pas. Et même dans une famille, on défend une cause, les autres sont là pour leur intérêt, les autres veulent et la chose pour tout le monde. Mais on n'en disconvient pas. Il faut laisser les autres restants faire leur travail jusqu'au bout. On les critique, qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? Est-ce qu'il y a une autre manière d'aller au pouvoir? On dit de sortir marcher. On nous fait lancer des gaz, on fuit, on rentre à la maison. Parce qu'on fuit la mort, on ne refuse pas. Mais aller dans les urnes, s'il y a une seule personne, au moins les voix seront, je ne sais pas comment dire. Une seule personne enterre son père. Merci. Avec ses amis. Merci beaucoup, Adjovi. Nous sommes fatigués. Non, Adjovi, ne soyez pas fatigués. Puisque la bataille continue toujours. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour. Oui. C'est Kodjo. Kodjo, oui. Il y a un de vos frères là qui parlait de la passation de service quand on demandait de rassembler les documents. Est-ce que c'est trop demandé cela? Et quand on peut nous faire comprendre que c'est tard, c'est ceci. Quand on sait bien, et je m'excuse, vous les journalistes, vous devez nous aider à comprendre bien l'administration. Quand on sait bien que quelqu'un va partir, quelqu'un va arriver, on prépare déjà tous les documents. Et quand on arrive, on fait la passation. Donc, vous voulez quand les gens viennent s'asseoir comme ça, sans avoir les documents préalables, comment on a travaillé, tout ça là? Comment vous voulez éduquer ce peuple-là, messieurs les journalistes? Mais l'ami Kodjo, je ne sais pas si vous nous avez bien suivis sur ce projet-là. Je vais prier Thierry afin que Oui, on va juste lui rappeler ce qui a été dit. On a souhaité que tout ce qui se fait maintenant pour la passation de service puisse commencer un peu plus tôt. Ah, d'accord. C'est ce qu'on avait dit. Ah, là, vous m'excusez. Voilà. Merci beaucoup. Merci, toutes mes excuses alors. C'est ça, les gens de lundi sont toujours prompts à reconnaître. Ça, arrête. Ok. Merci, Kodjo. Oui, après Kodjo, on a maintenant qui? Oui, c'est monsieur Ananivi. Monsieur Ananivi. Oui. Oui, nous vous suivons. Ouais. Ce qui se passe à la préfecture du Golfe, la délégation, c'est très grave. Avant-hier, Aboka a encore recruté des gens. Ah bon? Oui, à la préfecture. Le président sortant de l'agence spéciale de la préfecture de Golfe, il continue à recruter? Il commence encore à recruter des gens. Eh bien. Mais c'est très grave, il n'arrive pas. Eh bien, c'est une piste que le ministre Boukwesi devra bien surveiller. À quand, de quand datent les derniers recrutements que les présidents sortants des délégations spéciales ont opéré? Le ministre Boukwesi saura apprécier. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, allô, c'est Kodjo Thierry. Ah, bon retour, Kodjo. Oui, c'est sur la C14. Il y a un maman qui a parlé tout de suite de laisser la C14 tranquille. On ne peut pas les laisser tranquilles. Lorsqu'ils ont créé la C14, est-ce que c'est eux seuls qui sont sortis pour manifester? Ils nous ont demandé de les soutenir. Moi-même qui vous appelle, j'ai même appelé mes amis, on est tous sortis. Les gens sont morts, les gens sont emprisonnés. Ils nous ont demandé de réclamer les 2 tours. On a fait un effort, on a eu les 2 tours. Maintenant, ils nous demandent une candidature unique. Donc, je voudrais dire à notre maman qu'on ne peut pas les laisser tranquilles comme ça. Merci. La maman vous a suivi. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Ouais, s'il vous plaît, c'est Anselme depuis Bebassali. Ah oui, Anselme, nous vous écoutons. J'aime tout ce que vous faisiez sur le plateau. Oui. Je vous félicite même. Merci. Ouais. Le problème, c'était quoi? Moi, ici que moi je suis, si je suis à la place de notre président Pape, j'aurais parlé aussi de ça avant même
C'est pourquoi? Parce que je serai à la maison, on va me dire, ils ont lancé ça. Ce sont les journalistes qui vont encore critiquer que j'étais où avant que tout était passé. Maintenant, il fallait que lui aussi mette aussi sa bouche dedans avant que ça va exploser. Ou bien... Non, rien ne va exploser, l'ami. Rien ne va exploser. Non, à propos de notre Premier ministre, ce qu'ils eux ils ont évoqué comme sujet, c'est pour cela que j'ai dit. C'est pas que ça va exploser. Merci. Donc vous voulez dire que vous comprenez le sens de la lettre que Fabre a envoyée au Premier ministre sur le marché, sur le grand marché? Oui, okay. Parce qu'il y avait un confrère de vous qui était sur le sujet même, il a déjà évoqué ça. La fois dernière, M. Yaya Kanu était mort à propos du marché même. C'est des gens aussi qui sont en détention même. Maintenant, ils voulaient faire ça que les gens lui croient que c'est pas à cause du marché que lui va brûler pour... Puisqu'il va être encore un président de demain. Merci l'ami, nous faisons l'effort de comprendre l'essentiel. Merci. Nous prenons encore un ou deux auditeurs. Bonjour. Bonjour. Oui. Non, c'est Marcel qui est revenu. La ligne c'était ok. Là. Oui, Marcel. Oui. Bon, c'était pour la lettre de Jean-Pierre Favre. Oui, au Premier ministre. Voilà. Moi, je demandais plutôt de demander qu'on l'intègre maintenant dans le comité. Puisque il n'était pas là autant des mobilisations des fonds, ou bien c'est maintenant on mobilise les fonds. Je crois que le gouvernement a déjà mobilisé les fonds, donc et le travail avait déjà commencé. Donc maintenant, comme ils ont rejoint le groupe, moi, je proposerais plutôt qu'ils demandent qu'on l'intègre dans le comité. Merci. Maintenant, voilà. Maintenant, s'il vous plaît, ça. Oui. S'il vous plaît, permettez-moi de faire un coup de gueule, s'il vous plaît. Hier, je passais quelque part avec ce temps d'inondation là. Vous savez, la nouvelle route qu'on a construite de choses. La nouvelle route passant par Toblé avant jusqu'à Davier là. Oui. Au niveau du marché d'Anditi-Kopi, s'il vous plaît, ça. Oui. Sur les caniveaux, en plein terre-plein central large là. Oui. Faites un tour, s'il vous plaît. Il y a déjà un grand dépotoir qui est déjà là-bas. C'est-à-dire, les déchets dépassent même déjà 50 tonnes. Je vous jure, au beau milieu de la terre-pleine centrale. Oui. Vraiment, c'est pitoyable. Quand moi j'ai vu, sincèrement, j'ai eu la chair de poule. Merci. Sincèrement, quoi. Merci. Oui. Donc, la ministre en charge des infrastructures, le préfet d'Aguenivé et les maires de la localité seront appréciés. Le dernier auditeur aujourd'hui, oui, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. C'est Kodio l'ambulant. Kodio l'ambulant. Oui. Ici, c'est Kodio du Club de la Presse. Allez-y. Voilà, Kodio l'innocent. Tout juste, je ne sais pas si vous avez parlé, j'ai écouté l'émission à partir d'un moment. C'est à propos de la route de Lomé-Vaughan, là. Au niveau de CHR Lomé On n'a pas parlé de ça aujourd'hui. Mais comme vous avez commencé, allez-y rapidement. Ok, au niveau de CHR Lomé Commune. Oui. Hier, à 13h vers l'après-midi, quand vous passez là-bas, on ne sait pas où se trouve le carniveau, on ne sait pas où se trouve le trottoir et ni la chaussée. Et ça fait peur. C'est pas, il y a un trou ou pas, les gens marchent dedans à pied et ça peut causer d'énormes accidents. On peut tomber dans ces caniveaux qui ne sont même pas fermés là. Seulement, je voudrais attirer l'attention des autorités. Vous voulez dire qu'il y avait de l'eau sur la chaussée Est-ce qu'il y avait de l'eau, mais il y avait une mer. Voilà, c'est tout ce que je voudrais vous dire. Eh bien, les Chinois qui sont encore sur le chantier, le bureau de contrôle, la ministre encore en charge des infrastructures seront appréciés. Les correctifs à faire à cet ouvrage. 93.5 Canal FM. Eh bien, merci, vraiment merci à vous tous, vous toutes qui avez appelé pour nous enrichir davantage. Eh bien, vous avez 1 minute chacun pour réagir sur
les interventions de nos auditeurs. On commence par Thierry Afankoué. Oui, je crois qu'il y a un auditeur qui a soulevé un point important concernant le grand marché de Lomé par rapport à la démarche de Jean-Pierre Fabre. Je crois que il doit se saisir rapidement de ce dossier-là et travailler de concert avec les autorités, parce que bien avant même cet appel d'offres qui est lancé, je crois il y a déjà des maquettes concernant le marché qui ont été validées. Je ne sais pas si le nouveau maire ou le conseil de la commune de Golf 4, voilà, serait d'accord sur les maquettes là qui ont été validées à l'époque par le gouvernement. Eh bien, en tout cas, il demande que le gouvernement lui transfère le dossier. Tout à fait, et donc, qu'il prenne le y temps compris, de l'étudier. voilà. Mais comme Germain a tout dit, suivons vivement comment et le gouvernement et la mairie d'Amoutier vont gérer cette affaire. De toute façon, comptez sur nous, nous vous informerons au jour le jour. Maintenant, Germain, pour réagir sur les interventions des amis. Oui, non, je crois que tous les sujets ont été plus ou moins appréhendés avec équilibre. Hein. On a vu les pour et les contre, ceux qui veulent qu'on laisse la C14 tranquille, et ceux qui veulent qu'ils rendent des comptes. C'est vrai que de août 2017 à août 2018 et pratiquement en décembre 2018, il y a eu beaucoup de dégâts. Et donc les gens n'ont pas pardonné totalement à la C14. C'est pour ça que je dis qu'elle a du travail auprès de ces militants qui sont totalement démotivés. Certains ont même tourné le dos. Et surtout que le PNP, donc, qui était au cœur de la C14, n'y est plus. Et surtout qu'aujourd'hui, on a 6 sur 14. Ça ne fait même pas la moitié. Donc c'est un nom qui est utilisé et la substance n'y est pas, mais ils ont toujours le droit, comme je l'ai dit, de le faire, et ils ont beaucoup de boulot. Et donc sur le marché aussi, il faut relever qu'il y a aussi la continuité du service public. Ce que les présidents de délégations spéciales ont eu à faire, qui est en cours, le nouveau maire doivent continuer, ils ne vont pas reprendre parce que ce n'était pas sous leur mandat. Et donc si le processus aussi sur la construction du marché est assez avancé, les autres ne pourront que le prendre aussi en marche. Mais c'est une bonne chose aussi que le nouveau maire du Golf 4 s'intéresse de près donc à ce marché qui est symbolique à plus d'un titre. Votre minute a inspiré. Marc Abouflan? Par rapport à tout ce que les auditeurs ont dit, je prends acte, comme l'on, que quoi qu'on dise, la C14, si tant est qu'elle se dit vêtue d'une mission, elle doit travailler à aboutir à cette mission, mais elle ne doit pas oublier qu'elle doit rendre des comptes, parce qu'il y a des citoyens qui sont toujours en prison, il y a des citoyens qui sont blessés, mutilés à vie, il y a un certain nombre de citoyens qui ne vivent même plus sur le territoire, justement, parce qu'ils ont fait confiance à cette C14-là. Maintenant, sur les conflits gouvernement, municipalité, je pense que peut-être Fabre a lancé quelque chose, mais je pense que dans les mois, dans les années à venir, on va assister à un certain nombre de conflits. Et il est de bon ton déjà que Jean-Pierre Fabre lance un pavé dans la mare, que le gouvernement prenne les dispositions, qu'au niveau de la justice aussi, on peut avoir une justice administrative qui fonctionne véritablement et départagée à bon escient quand ces problèmes adviendront, les municipalités et le pouvoir central, pour que ceci ne bloque pas l'évolution normale du travail dans les communautés. Merci. Vous avez le micro, vous le gardez pour votre carton de fin d'émission, de fin de semaine. Vous ne devez pas manquer de sujet. Je ne manque pas de sujet. J'aurais bien voulu attribuer, non, mon premier carton à l'association Médias et Développement, un carton vert, qui a organisé une campagne de sensibilisation aujourd'hui sur la notion de paix dans le baie. Et puis l'autre chose, c'est un carton de cœur. Un carton de cœur à un fidèle ami. Par jour et par invité. Thierry, avant que votre carton? Je voulais donner 2 cartons, mais comme traditionnellement le sujet abordé, on attribue plus de cartons. Ça, vous le savez déjà. Donc vous passez. Oui. Merci. Germain, pour Sora Napoli. Ouais, bon, c'est un carton vert pour la presse togolaise, pour le travail qu'elle a là-bas, malgré les difficultés.
Et donc, prier les annonceurs qu'ils fassent confiance à cette presse-là et qu'ils la renforcent parce que nous vivons beaucoup plus de publicité. Les annonceurs, à commencer par Togo Télécom. Tout à fait. Merci beaucoup. Eh bien, carton spécial noir, or, rouge à la République fédérale d'Allemagne qui a commémoré la journée de la réunification hier. C'était le 3 octobre 1991 que l'ancienne Allemagne de l'Ouest et l'ancienne RDA se sont retrouvés, la réunification. Bonne fête avec beaucoup de bière et de choucroute aux Allemands pour leur anniversaire. Alors pour nous autres, bon week-end de repos, de voyage, de ressourcement. Et nous nous retrouvons lundi à 11h si Dieu le veut, Dieu le voudra bien. Raison de plus de continuer à célébrer la vie. C'est un bien très précieux.